Tu vraiment ne le comprends pas, n'est-ce pas, Victoria? Farah rit, jetant les papiers de divorce à travers la table en acajou comme s'ils étaient des ordures. Je te fais une faveur. Tu es une Honda Civic vivant dans un monde Ferrari. Et franchement, je suis fatigué de conduire dans la voie lente. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'elle était juste la femme au foyer silencieuse et ennuyeuse qui coupait des coupons et portait des pulls de friperie. Il rêvait déjà de sa nouvelle vie avec sa petite amie mannequin et sa promotion imminente au poste de VP. Mais comme Farah signait son nom, scellant son destin, il manqua le seul détail qui le ruinerait. Il ne vit pas la petite épingle incrustée de diamants sur son revers, le blason de la famille Sinclair. Il ne savait pas que la femme qu'il jetait n'était pas juste une femme au foyer. Elle était la propriétaire secrète du même empire pour lequel il travaillait. Et l'encre n'était pas juste la signature d'un divorce, c'était la signature de son arrêt de mort. L'air dans la salle de conférence au 40e étage du bâtiment Hudson Yards était vicié, recyclé et sentait légèrement le cuir cher et l'arrogance. Dehors, les fenêtres du sol au plafond, la ligne d'horizon de New York scintillait dans la lumière grise de l'après-midi. Un vaste témoignage de pouvoir et d'argent. Farrah Reynolds ajusta sa cravate en soie, attrapant son reflet dans la glace. Il avait bonne mine, 34 ans, une étoile montante chez Omnicorp Global et bientôt un homme libre. Il se retourna vers la table, un sourire narquois jouant sur ses lèvres tandis qu'il regardait la femme assise en face de lui. Victoria. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait été pendant les 5 dernières années de leur mariage. Sans particularité. Elle portait ce cardigan beige qu'il détestait, celui qui avait peluché au coude, et ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon pratique et désordonné. Pas de maquillage, pas de bijoux, sauf la simple alliance en or qu'il lui avait achetée quand il était encore analyste débutant. Elle semblait petite, engloutie par l'énorme fauteuil en cuir. « Avons-nous fini de lire ?» demanda Farah, vérifiant sa montre Part Phillip. C'était un faux, une réplique de haute qualité qu'il avait achetée dans Canal Street pour impressionner les clients. Mais Victoria ne le savait pas. J'ai une réservation à l'Ernard Dada à 19 heures. Je détesterais être en retard. Victoria leva les yeux. Ses yeux étaient calmes, étrangement. Tu emmènes Chloé à l'Erna. Farah ne s'y a même pas. Oui, et franchement, Victoria, ce n'est plus tes affaires. Une fois que tu signes cela, je suis un homme célibataire. Et toi? Eh bien, tu es libre de retourner à la petite vie que tu avais avant que je ne te sauve. Sauvez-moi? Victoria répéta doucement. Sa voix n'était pas en colère. Elle était plate. Soyons réalistes. Farah gloussa, se penchant en avant. Je paye l'hypothèque. Je paye pour la Tesla. Je paye pour les voyages à Cabo que tu passes à lire des livres dans la chambre d'hôtel. Tu n'apportes rien à la table, Victoria. Tu n'as aucune ambition. Tu es contente d'être une personne de rien. Et j'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à ma trajectoire. Quelqu'un comme Chloé. Chloé, dit Victoria, testant le nom sur sa langue. L'interne en marketing, la jeune cadre du marketing, corrigea Farah sèchement. Elle est vibrante. Elle réseaute. Elle correspond à l'image de la femme d'un futur PDG. Toi, tu es une encre, Victoria, et je coupe la corde. Il fit glisser les papiers plus près d'elle. Le règlement était pitoyable. Il gardait la maison à Westchester, la voiture et 90% de leurs économies. En échange, il lui offrait une somme forfaitaire de 50 000 DLA pour recommencer. C'était insultant. C'était prédateur. Si tu te basses contre ça, ajouta Farah, sa voix tombant à un murmure menaçant. Je t'enterrerai sous les frais juridiques. Mon avocat est un requin. Tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux rien te permettre sans moi. Prends les 50 000, retourne en Ohio et trouve un gentil mécanicien avec qui t'installer. Victoria regarda les papiers. Elle regarda le chèque posé dessus. 50 000. Pour Farah, c'était de l'argent jetable. Pour la femme qu'il pensait qu'elle était, c'était une bouée de sauvetage. Elle ramassa le stylo. « Tu penses vraiment que c'est ce que tu veux, Farah?
demanda-t-elle, ses yeux se fixant sur les siens. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, Farah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans son regard, une acuité, une profondeur qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la pitié. Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. Il ricana. Signe-le. Victoria n'hésita pas. Elle signa son nom d'une écriture fluide et élégante. Victoria J. Reynolds. Voilà, dit-elle, rebouchant le stylo et le posant doucement. Tu es libre. Farah arracha les papiers immédiatement, les scannant pour s'assurer qu'elle n'avait ajouté aucune clause. Finalement, il expira, le soulagement le submergeant comme une drogue. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour déménager tes affaires. Je fais changer les serrures lundi. Je n'aurai pas besoin jusqu'à la fin de la semaine, dit Victoria, se levant. Elle ramassa son sac fourre-tout en toile usée. Je pars maintenant. Bien, dit Farah, tapant déjà un message à Chloé. Fait, il est parti. Dîner ce soir pour célébrer. Il ne la regarda pas partir. S'il l'avait fait, il aurait pu remarquer qu'elle ne marchait pas vers les ascenseurs pour le grand public. Il aurait pu remarquer le signe de respect que le garde de sécurité lui fit en passant. Il aurait pu remarquer que dehors, une Rolls-Royce Phantom assombrie était au ralenti au bord du trottoir, n'attendant pas un PDG, mais la femme au cardigan beige. Mais Farah était trop occupée à regarder son reflet à nouveau, admirant l'homme qui venait de se débarrasser de son poids mort. 3 jours plus tard, Farah se sentait comme un roi. La maison était silencieuse. Victoria avait déménagé rapidement, ne laissant derrière elle rien d'autre que les meubles qu'il avait payés. Le silence se sentait comme une victoire. Il avait immédiatement emménagé Chloé. Chloé était tout ce que Victoria n'était pas. Elle était bruyante, exigeante et chère. Elle passa la première matinée à redécorer le salon, commandant pour 15 000 $ de meubles de Restoration Hardware sur la carte de crédit de Farah. Bébé, ce beige est si déprimant. Chloé gazouilla, faisant défiler son iPad. Nous avons besoin de moderne. Nous avons besoin de chic. Oh, et j'ai réservé une table au nous pour vendredi. Tu payes évidemment? Bien sûr, dit Farah, souriant et sirotant son espresso. Il vérifia son compte bancaire. Les frais d'avocat pour le divorce avaient fortement frappé et le chèque de règlement à Victoria avait vidé ses liquidités, mais cela n'avait pas d'importance. Les bonus trimestriels arrivaient chez OmniOrp. OmniOrp était un titan dans le secteur de la logistique mondiale et de la technologie. Des rumeurs avaient circulé pendant des semaines concernant une restructuration massive. L'ancien PDG, un gériatrique grincheux nommé M. Henderson, se retirait. Le conseil d'administration faisait venir un représentant de la famille actionnaire majoritaire, le mystérieux Sinclair Trust, pour superviser la transition. Farah était confiant. Il était le meilleur performeur dans la division Nord-Est. Il venait de conclure l'accord avec Amazon Logistics. Le poste de VP était le sien. Et avec le poste de VP venait un salaire qui rendrait les habitudes de dépenses de Chloé un non-problème. « Je dois aller au bureau tôt », dit Farah à Chloé, attrapant sa mallette. « Grande réunion publique aujourd'hui. Ils annoncent la restructuration. Assure-toi de leur dire que tu as besoin d'une augmentation, » dit Chloé sans lever les yeux de son écran. « J'ai vu ce bracelet Cartier qui me irait à merveille. »« Considérez le fait, » dit Farah. Il conduisit sa Tesla Model S sur l'autoroute, sentant la poussée d'accélération. Il monta la musique. La vie était parfaite. Plus de harcèlement concernant l'épargne pour la retraite. Plus de nuits calmes à regarder des documentaires. Il était un acteur de pouvoir maintenant. Quand il arriva au siège d'Omnicorp, l'atmosphère était électrique, mais elle était aussi tendue. Les gens chuchotaient dans des couloirs. « As-tu entendu ?» Son collègue Greg siffla tandis qu'il marchait vers les ascenseurs. La famille Sinclair envoie en fait quelqu'un en personne. Ils ont été des partenaires silencieux pendant 50 ans. Personne ne les a jamais vus. Probablement un vieil homme en fauteuil roulant, ricana Farah. Cela n'importe pas.
Tant qu'ils voient les chiffres que j'ai mis en place ce trimestre, je suis en or. Je ne sais pas, mec. Greg semblait nerveux. Le mot est qu'ils font un audit complet, révisant tout. Compte de dépenses, relations clients, plainte RH. Farah sentit une légère pointe d'anxiété. Son compte de dépenses était libéral. Il avait passé quelques dîners avec Chloé en tant que divertissement client. Mais tout le monde faisait ça. C'était une partie du jeu. Détends-toi, dit Farah, tapant Greg sur l'épaule. Le revenu guérit tous les péchés. J'ai rapporté 4 millions le trimestre dernier. Ils ne vont pas me toucher. Ils se rassemblèrent dans l'auditorium massif. Des centaines d'employés en costume, bourdonnant d'anticipation. Sur le grand écran derrière la scène, le logo Omnicorp tournait lentement. Farah prit un siège au 3e rang, réservant la place à côté de lui pour sa veste. Il voulait une vue claire de son futur. Les lumières s'éteignirent. Monsieur Henderson, le PDG sortant, marcha sur la scène. Il semblait fatigué. « Mesdames et messieurs, commença Henderson, sa voix tremblante. Ce fut l'honneur de ma vie de diriger Omnicorp, mais le monde change et Omnicorp doit changer avec lui. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la famille Sinclair a détenu la majorité des parts de cette entreprise depuis sa fondation en 1925. Aujourd'hui, pour la première fois, le chef du Sinclair Trust a décidé de prendre un rôle actif dans la direction de cette entreprise. Farah se pencha en avant. C'était ça. Elle nous observe de loin depuis un certain temps, continua Henderson. Elle connaît cette entreprise de fond en comble. Veuillez accueillir la présidente du conseil d'administration et PDG par intérim, Madame Victoria Sinclair. Farah se figea. Victoria? C'était un nom commun. Ça devait être une coïncidence. Puis le rideau se leva. La femme qui monta sur scène ne portait pas de cardigan beige. Elle portait un tailleur pantalon blanc, net et puissant, qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Farah. Ses cheveux n'étaient plus en un chignon désordonné. Ils cascadaient en vagues brillantes et stylées sur ses épaules. Elle portait des diamants, des vrais, scintillants à sa gorge et à ses oreilles. Mais le visage. Farah arrêta de respirer, son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il cligna des yeux, se frottant les yeux, sûr qu'il hallucinait. C'était elle, c'était Victoria. Sa Victoria, la femme qu'il avait chassée de sa maison il y a 3 jours, la femme à qui il avait dit de trouver un mécanicien en Ohio. Elle marcha vers le pupitre avec une grâce et une confiance qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle ne semblait pas petite, elle semblait haute de 3 mètres. Elle commanda la pièce instantanément. Le silence dans l'auditorium était absolu. « Merci, Monsieur Henderson, dit-elle. » Sa voix était amplifiée par les haut-parleurs, claire, autoritaire et terrifiante de familiarité. Farah sentit le sang quitter son visage. Il serra les accoudoirs de sa chaise si fort que ses phalanges devinrent blanches. « Non, ce n'est pas possible. Elle est pauvre. Elle n'est personne. Je lui ai payé 50 000 $. Pendant des années, Victoria commença à scanner la foule. Ses yeux semblèrent balayer Farah sans s'arrêter, le traitant comme aussi insignifiant qu'un grain de poussière. J'ai regardé Omnicorp grandir. J'ai regardé il réussir. Mais j'ai aussi regardé une culture d'arrogance et de complaisance prendre racine. Elle marqua une pause. La tension dans la pièce était suffocante. Nous avons des dirigeants qui priorisent leur propre image sur l'intégrité de l'entreprise, dit Victoria, sa voix s'aiguisant. Nous avons des cadres qui traitent leurs équipes et leurs partenaires avec mépris. Cela se termine aujourd'hui. Farah sentit qu'il allait vomir. Sinclair. Son 2e prénom sur le certificat de mariage était juste Jane. Victoria J. Reynolds. Le J était-il pour Jane ou était-ce une couverture? L'avait-elle caché tout ce temps? Pourquoi? Pourquoi une milliardaire vivrait-elle dans une maison coloniale de 4 chambres à Westchester et conduirait-elle une Honda Civic? Puis il comprit. Les voyages d'affaires qu'elle faisait pour rendre visite à sa tante malade dans le Vermont. Elle était partie pendant des jours entiers.
Elle assistait probablement à des réunions du conseil d'administration. La façon dont elle ne paniquait jamais à propos de l'argent quand le marché s'effondrait. La façon dont elle parlait couramment le français au serveur cette fois-là à Paris, ce qu'elle prétendait avoir appris au lycée. Elle le testait depuis 5 ans. Elle le testait. Elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour son argent. Et il avait échoué. Il n'avait pas juste échoué. Il avait échoué spectaculairement, cruellement et publiquement. J'initie un audit complet de la direction exécutive, annonça Victoria. Nous allons tailler dans le gras. Si vous êtes ici pour construire, vous avez un futur. Si vous êtes ici pour prendre, votre temps est écoulé. Les applaudissements furent retentissants, alimentés par la peur et la lassitude des extravagances. Farah ne put pas applaudir. Ses mains étaient gelées. Alors que la réunion se terminait et que les gens commençaient à sortir, bourdonnant de choc, Farah resta assis. Il ne pouvait pas bouger ses jambes. « Hey, Farah! » Greg le poussa du coude. « Ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. C'est la nouvelle patronne. Elle est intense. »« Je la connais, » murmura Farah, sa voix craquant. « Quoi? » Greg rit. « Ouais, bien sûr. Les Sinclair Ace dans tes rêves, mon pote. »« Non. » Farah se leva, ses jambes tremblantes. « Je dois lui parler. »« Tu ne peux pas juste aller lui parler, » avertit Greg. « Regarde la sécurité. » Farah regarda. Flanqués à la scène 4 gardes du corps massif. Ils avaient l'air de manger du béton au petit déjeuner. Mais Farah était désespéré. Il devait réparer cela. Il devait lui dire que c'était tout un malentendu. Il devait la récupérer. Pas juste pour l'argent, bien que la réalisation de sa richesse lui fasse tourner la tête, mais pour sa survie. Si elle était la PDG, il était mort. Il traversa la foule, ignorant les appels de Greg. Il se dirigea vers la sortie de la scène. « Victoria » cria-t-il. La foule se calma légèrement. Quelques têtes se tournèrent. « Victoria » cria-t-il plus fort, le désespoir s'infiltrant dans son ton. Victoria était sur le point de descendre les escaliers de la scène. Elle s'arrêta. Elle se tourna lentement. Ses yeux le trouvèrent dans la foule. Il n'y avait aucune chaleur, aucune reconnaissance d'une vie partagée, aucun amour. Elle le regarda comme un PDG regarde un ancien employé mécontent. Elle leva la main et l'un des gardes de sécurité s'avança, bloquant le chemin de Farah. « Monsieur » gronda le garde, sa main sur la poitrine de Farah. « Reculez !»« C'est ma femme !» cria Farah, provoquant une vague de halètement à travers la pièce. « Dites-lui, Victoria, dites-lui que je suis votre mari. » Victoria inclina légèrement la tête. Elle se pencha vers le microphone une dernière fois. « Mon ex-mari » corrigea-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. « Et Monsieur Reynolds, vous êtes en violation de la sécurité. Veuillez l'escorter dehors. » Quoi? Farah Heleta. Je travaille ici. Je suis le directeur principal de la logistique. Victoria sourit. C'était un sourire froid et terrifiant. Plus maintenant, dit-elle. J'ai accepté ta démission ce matin. Je n'ai pas démissionné. Tu as signé l'accord de divorce, dit simplement Victoria. Clause 14, sous-section B. Le conjoint accepte de rompre tous les liens, personnels et professionnels, avec toute entité détenue ou exploitée par le Sinclair Trust. Tu aurais vraiment dû lire les petits caractères, Farah. La pièce devint silencieuse. Des centaines d'yeux fixèrent Farah. L'humiliation lui brûlait la peau comme de l'acide. « Escortez-le dehors » répéta Victoria, tandis que les gardes attrapaient les bras de Farah, le traînant en arrière hors de l'auditorium pendant qu'il frappait et criait. Victoria lui tourna le dos et s'éloigna, ses talons claquant rythmiquement sur le sol de la scène. Farah fut jetée par les portes principales du bâtiment Omnicorps, atterrissant sur le béton froid du trottoir. Son badge d'accès fut arraché de son cou. Il resta assis là, stupéfait, tandis que l'agitation de New York se déplaçait autour de lui. Son téléphone vibra. C'était un message de Chloé. « Hé bébé, j'ai trouvé cette villa incroyable en Toscane pour notre lune de miel. C'est seulement 20 cas par semaine. Réserve-la. »
Farah fixa le téléphone, puis il le jeta dans le caniveau. Farah s'assit dans sa voiture dans le parking souterrain du bâtiment Omnicorp pendant 1 heure. Il ne pouvait pas partir. Partir signifiait accepter que cela s'était vraiment passé. Il fixa le volant de sa Tesla. Le cuir était froid sous ses paumes moites. Directeur principal de la logistique. Ce titre avait été son identité. C'était qui il était. Sans cela, il n'était qu'un gars avec une hypothèque qu'il ne pouvait pas se permettre et une petite amie qui attendait d'un style de vie qu'il ne pouvait plus soutenir. « Pense, Farah, pense », marmonna-t-il, frappant le volant. Il attrapa son téléphone. L'écran était fissuré là où il l'avait jeté, mais toujours fonctionnel, et il appela son avocat, Stan. Stan était cher. Stan était censé être le meilleur. Stan, tu dois réparer ça. Farah siffla au moment où la ligne fut connectée. Elle m'a dupé. Victoria m'a dupé. Farah. La voix de Stan était coupée, impatiente. Je suis en réunion. De quoi parles-tu? Les papiers de divorce, il y avait une clause. Clause 14B. Elle m'a viré, Stan. Elle possède l'entreprise. Victoria est Victoria Sinclair. Il y eut un long silence à l'autre bout. Puis le bruit de papier qui bruissait. Sinclair, demanda Stan, son ton passant de l'agacement au choc, comme dans le Sinclair Trust, les actionnaires majoritaires. Oui, elle a caché ses actifs. N'est-ce pas une fraude illégale? Nous pouvons la poursuivre pour la moitié, n'est-ce pas? Si elle est milliardaire, j'ai droit à la moitié. Farah, dit Stan lentement. As-tu lu les formulaires de divulgation que je t'ai envoyés la semaine dernière? Je les ai survolés. Tu as dit que c'était un divorce sans faute standard. C'était le cas, dit Stan, mais dans les divulgations financières, elle a énuméré des intérêts dans le Sinclair Trust. C'était là, à la page 40. Tu m'as dit spécifiquement que tu ne te souciais pas de son petit fonds fiduciaire de sa grand-mère et que tu voulais juste la maison. Farah sentit le sang quitter son visage. Il se rappela qu'il avait été si concentré à emmener Chloé à Leerna ce soir-là. Il avait ri de l'épaisse pile de papier. « Sors-moi juste de ce mariage, Stan. Je ne me soucie pas de ces sous. » « Tu as signé une renonciation, Farah. » Continua Stan, sa voix tombant à une froideur professionnelle et détachée. « Tu as renoncé à ton droit à toute future réclamation sur ces actifs en échange de la maison et de la voiture. Et concernant la clause 14B, les clauses de non-concurrence et de conflit d'intérêts sont standards dans les divorces de haut niveau impliquant la propriété d'une entreprise. Si tu l'as signé, c'est inattaquable. Mais je ne savais pas qu'elle était de la propriétaire. L'ignorance du contrat que tu as signé n'est pas une défense légale, dit Stan. Et franchement, Farah, si elle est Victoria Sinclair, elle a une équipe juridique qui coûte plus par heure que ce que tu gagnes en 1 an. Mon conseil, ne provoque pas l'ours. Tu as eu la maison. Sois content d'avoir eu ça. Clic. Farah hurla, un son guttural de pure rage, et frappa du poing le tableau de sport. Il rentra chez lui dans un état second. Quand il s'engagea dans l'allée du Colonial de Westchester, il vit un camion de livraison s'éloigner. Des cartons, des douzaines de cartons empilés sur le porche. Il entra. La maison sentait le parfum cher et les fleurs fraîches. Chloé était dans le salon, dirigeant 2 livreurs qui déballaient un énorme canapé sectionnel couleur crème. « Bébé, tu es rentré tôt !» Chloé gloussa, courant pour l'embrasser. Elle ne remarqua pas son visage pâle ni la sueur sur son front. « Regarde, la commande de Restoration Hardware est arrivée et j'ai commandé ces rideaux de soie pour la chambre principale. Oh, et j'ai réservé un chef privé pour samedi soir pour célébrer ta promotion. » Farah la regarda. Elle était belle, oui, mais soudain sa beauté semblait chère. Chaque centimètre d'elle, les extensions de cheveux, la robe de designer, les ongles manucurés, était un élément de ligne sur un budget qu'il n'avait plus. Chloé, il halta. « Nous devons parler. »« Pas maintenant. » Elle le repoussa d'un geste. « J'ai besoin de ta carte de crédit. Les gars ont besoin d'un pourboire et le fleuriste est là avec les orchidées. »« Arrête !» cria Farah. La pièce devint silencieuse.
Les livreurs se figèrent. Chloé le fixa, ses yeux se plissant. « Excuse-moi, dit-elle, sa voix glaciale. « N'ose pas me crier dessus. Renvoyez le canapé, dit Farah, se frottant les tempes. Renvoyez tout. Tu es fou? C'est un tissu sur mesure. Je m'en fiche, claqua Farah. Je n'ai pas eu la promotion. Le visage de Chloé tomba. Quoi? Mais tu as dit que c'était fait. C'est compliqué. Farah mentit. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était viré. Pas encore. Si elle savait qu'il était sans emploi, elle serait partie avant le coucher du soleil. Politique. La nouvelle direction voulait faire venir ses propres gens. J'ai décidé de prendre du recul. Je vais faire du conseil. Être mon propre patron. Chloé le regarda de haut en bas, traitant cela de conseil. Cela paye-t-il mieux que VP? Finalement, dit Farah rapidement, mais pour l'instant, nous devons être serrés. Pas de chef privé, pas de meubles sur mesure. Chloé croisa les bras. La chaleur s'évapora de ses yeux, remplacée par un regard calculateur que Farah n'avait jamais vu diriger vers lui auparavant. « Alors, dit-elle lentement, tu as viré ta femme, m'as traîné dans cette maison de cauchemar de banlieue, et maintenant tu me dis que nous sommes sur un budget. C'est temporaire, Chloé. J'ai juste besoin que tu me soutiennes. Je n'ai pas signé pour du temporaire, ricana Chloé. Elle ramassa son sac à main. Je vais rester chez mes sœurs ce soir. L'odeur de ce nouveau cuir me donne mal à la tête. Chloé, attends, mais elle était déjà dehors. Farah resta seule dans ce salon, entourée de meubles inachevés et du silence assourdissant qu'il avait lui-même créé. Puis son téléphone tint. Une notification de son application bancaire. Transaction refusée. Neon Marcus 4500. Il vérifia le solde. Solde disponible, 200 $. L'indemnité de départ. Il n'y avait pas d'indemnité de départ parce qu'il avait techniquement démissionné selon le contrat. Les économies, il en avait utilisé la majeure partie pour payer l'hypothèque de la maison afin de s'assurer que Victoria ne pourrait pas la réclamer. Un geste qu'il réalisa maintenant être idiot parce que les impôts fonciers étaient dus le mois prochain. Il s'enfonça sur le sol. Il avait une maison qu'il ne pouvait pas se permettre de chauffer, une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre de recharger, une petite amie qui était déjà à moitié partie. Et quelque part à Manhattan, dans un penthouse dont il ne pouvait que rêver, Victoria riait. Il devait réparer cela. Il avait besoin d'argent, et il n'y avait qu'une seule personne qui en avait assez pour le sauver. Le désespoir est un puissant moteur. Il peut faire qu'un homme ravale sa fierté, ou il peut le rendre délirant. Pour Farah, c'était les deux. Il passa les 2 jours suivants à traquer Victoria en ligne. Ce n'était pas difficile. Maintenant qu'elle s'était révélée, Victoria Sinclair était tendance partout. Business Insider, le géant endormi se réveille. Victoria Sinclair prend la barre chez Omnicorp. Vogue, la milliardaire d'à côté. Comment Victoria Sinclair s'est cachée à la vue de tous? Il cliqua sur l'article de Vogue. Il y avait des photos d'elle, pas la Victoria qu'il connaissait. Cette femme était radieuse. Elle était photographiée à un gala de charité à Paris portant une robe qui semblait tissée de lumière stellaire. Elle était photographiée sur un yacht en Méditerranée. Il lut l'article, l'estomac noué. Je voulais savoir ce qu'était la vie sans le filtre de la richesse. Victoria dit à l'intervieweur, « Je voulais voir si je pouvais être aimée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais acheter. C'était une expérience éducative. Une expérience. Il était un rat de laboratoire et il avait échoué dans le labyrinthe. Mais alors il le vit. La mention du gala d'hiver Sinclair. Il avait lieu ce samedi soir à l'Hôtel Plaza. C'était l'événement social de la saison. Les billets coûtaient 10 000 $ par couvert. Sur invitation seulement. Farah regarda son placard. Il avait toujours son smoking. Il avait toujours l'allure d'un cadre supérieur prospère. S'il pouvait juste se mettre devant elle, loin du cadre professionnel, loin des avocats, s'il pouvait juste lui rappeler les bons moments. La première année de leur mariage n'était pas mauvaise, n'est-ce que pas? Ils avaient ri.
Avaient été intimes. Sûrement, elle avait encore des sentiments pour lui. On ne vit pas avec quelqu'un pendant 5 ans et on ne ressent rien. Il formula un plan. Il ne pouvait pas acheter un billet, mais il connaissait le responsable de la restauration du Plaza, un vieil ami de boisson nommé Mike. Samedi soir, Farah se tenait devant l'entrée de service du Plaza. Il faisait un froid glacial, la neige tourbillonnait dans le vent mordant. « Allez, Mike! » Farah plaida dans son téléphone. « Laisse-moi juste entrer par derrière. Je te devrais une faveur. »« Farah, mec, la sécurité est stricte, » murmura Mike. « Les services secrets sont ici parce que le vice-président est un invité. Si je me fais prendre à te faire entrer en douce, je suis viré. J'ai juste besoin de 5 minutes avec ma femme, Mike. S'il te plaît, c'est une surprise romantique. Nous essayons de nous réconcilier. » Un mensonge. Mais Mike était un romantique. Bien. Entrée de la cuisine. 3 minutes. Porte une veste de serveur jusqu'à ce que tu arrives à la salle de bal. Farah entra. Il jeta la veste de serveur blanche dans un couloir et redressa son smoking. Il prit une profonde inspiration, vérifia son reflet dans un miroir en laiton et entra dans la salle de bal. C'était un autre monde. Des lustres en cristal de la taille de voiture pendaient du plafond à feuilles d'or. La pièce sentait les orchidées, l'huile de truffe et l'argent d'ancien. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. Les invités étaient l'élite de New York, des sénateurs, des magnates de la technologie, des célébrités. Et là, au centre de la pièce, se trouvait Victoria. Elle portait une robe vert émeraude profonde qui épousait sa silhouette avec une fente qui montrait des jambes qu'il n'avait pas assez appréciées. Elle riait, tenant une flûte de champagne, entourée d'un cercle d'admirateurs. À côté d'elle se tenait un homme grand, aux épaules larges, avec des cheveux poivre et sel et une mâchoire qui semblait sculptée dans du granit. Il regardait Victoria avec un mélange de respect et d'adoration. Farah sentit une poussée de jalousie si chaude qu'elle le rendit presque aveugle. Il marcha en avant. Il attrapa un verre de champagne d'un serveur passant pour se fondre dans la masse et le but d'un trait. Courage liquide. « Victoria, » dit-il, entrant dans un cercle. La conversation mourut. L'homme à côté de Victoria regarda Farah avec un léger amusement, comme s'il était un bouffon de cour qui s'était égaré dans la mauvaise pièce. Victoria se tourna. Son sourire ne s'effaça pas, mais il changea. Il devint une lame de rasoir. « Farah, » dit-elle, « je n'ai pas vu ton nom sur la liste des invités. »« Nous devons parler, » dit Farah, essayant de projeter de la confiance, mais sonnant strident en privé. « Je n'ai rien à te dire, » répondit calmement Victoria. « Et je suis au milieu d'une conversation avec le sénateur. »« Le sénateur peut attendre, » claqua Farah. L'homme à côté de Victoria leva un sourcil. « Je suis ton mari. Tu ne peux pas juste me jeter comme si je n'étais rien. » Ex-mari. Victoria corrigea. « Et en fait, Farah, je peux. C'est ce qu'est le divorce. Tu m'as fraudé. » Farah siffla, s'approchant. Le cercle de personnes s'élargit. Sentant une scène. « Tu as menti sur qui tu étais. Tu as prétendu être pauvre. C'est un piège. » Victoria rit. C'était un rire authentique et amusé. Piège. Farah, je ne t'ai pas forcé à m'épouser, et je ne t'ai certainement pas forcé à me tromper avec ta secrétaire, ou à dépenser nos économies pour une voiture dont nous n'avions pas besoin, ou à me traiter comme une bonne dans ma propre maison. Elle fit un pas vers lui, et pour la première fois, Farah réalisa à quel point elle était intimidante. « Je n'ai pas caché mon argent pour te tromper, » dit-elle, sa voix basse, mais portant à travers la pièce silencieuse. « Je l'ai caché pour me protéger des gens comme toi, des gens qui voient le mariage comme une transaction. Je voulais un partenaire, Farah. Tu voulais un tremplin. Je t'aimais. » Farah mentit. « Tu aimais l'idée d'avoir quelqu'un à contrôler. » Elle compta. « Tu aimais te sentir supérieur. Tu aimais me dire que j'avais de la chance que tu m'aies épousé. Dis-moi, Farah, te sens-tu supérieur maintenant? » Farah regarda autour de lui. La pièce le fixait, une mer de pitié et de dégoût.
J'ai fait des erreurs, bégaya Farah, pivotant vers le rôle de victime. Mais vous avez des milliards et vous m'avez laissé avec rien. Est-ce que juste vous avez un cœur de glace, Victoria? Je t'ai laissé la maison, Victoria dit, et la voiture est ta liberté. C'est plus que ce que tu mérites. Elle se tourna vers l'homme à côté d'elle. Ethan, ça te dérangerait? Ethan s'avança. Il dominait Farah. Je pense qu'il est temps que vous partiez, Monsieur Reynolds, dit Ethan. Sa voix était profonde et dangereuse. Qui es-tu? Farah ricana, essayant de reprendre pied. Son nouveau petit ami, Jouet? Ethan sourit. Je suis le chef de la sécurité Sinclair et aussi le fiancé de Victoria. Farah resta bouche bée. Fiancé? Nous sommes divorcés depuis 4 jours. Nous sommes amis depuis l'enfance, Victoria dit, glissant son bras dans celui d'Ethan. Il m'a attendu. Il a attendu pendant que je jouais à la maison avec toi, espérant que tu deviendrais un homme bien. Il m'avait prévenu que tu ne le ferais pas. Il avait raison. Sécurité, appela Ethan, sans élever la voix, mais l'ordre fut instantané. 2 grands hommes en costume se matérialisèrent de la foule. Lâchez-moi, criait Farah tandis qu'il l'attrapait. Victoria, tu me dois. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné une déduction fiscale. Victoria dit froidement, lui tournant le dos. Adieu, Farah. Tandis qu'il était traîné hors de la salle de bal, frappant et hurlant, Farah vit les invités rire. Il vit l'influenceuse préférée de Chloé le filmer avec son téléphone. Il fut jeté sur la 5e avenue, atterrissant dans une flaque de neige fondue. Son smoking était ruiné. Sa dignité était partie. Mais le pire était encore à venir. Alors qu'il gisait dans la neige humide, son téléphone vibra. C'était une notification du système de sécurité de sa maison à Westchester. Mouvement détecté. Salon. Mouvement détecté. Chambre principale. Il ouvrit l'application et regarda le flux en direct. Ce n'étaient pas des cambrioleurs. C'était Chloé. Elle était là avec 2 grands hommes qu'il ne reconnaissait pas. Ils dépouillèrent la maison, la télévision, le système de son, même l'argenterie. Farah regarda sur le petit écran, tandis que Chloé regardait directement la caméra de sécurité, lui fit un doigt d'honneur et sortit par la porte avec ses clubs de golf. Il était vraiment complètement seul, et il commençait à réaliser que le fond du baril avait un sous-sol. La maison de Westchester était une coquille vide. Quand Farah rentra enfin de la ville, frissonnant dans son smoking ruiné et ses chaussettes trempées, la porte d'entrée était grande ouverte. Le vent hurlait dans le couloir. Chloé n'avait pas seulement pris les meubles, elle avait pris les ampoules. Elle avait retiré les piles des détecteurs de fumée. Elle avait pris les rideaux. La seule chose qui restait était une seule chaise pliante dans la cuisine et une pile de factures en retard sur le comptoir. Farah s'assit par terre, le froid s'infiltrant dans ses os. Il vérifia son compte bancaire à nouveau. 800 $, c'était tout. Sa prochaine mensualité de prêt hypothécaire était de 4 200 $. Les impôts fonciers étaient de 12 000 $. Il se noyait. Pendant les 2 semaines suivantes, Farah essaya de remonter la pente. Il mit à jour son profil LinkedIn, retirant le titre de directeur principal et le remplaçant par consultant en logistique stratégique. Il postula chez tous les concurrents d'Omnicorp, FedEx, UPS, DHL, même les transporteurs régionaux plus petits. Le résultat était toujours le même. Silence ou pire, un email de rejet poli qui arrivait en quelques minutes suggérant qu'il avait été signalé dans une base de données. Finalement, il eut une touche. Une entreprise de camionnage de taille moyenne dans le New Jersey l'appela pour un entretien. Farah enfila son seul costume restant, une pièce bon marché qu'il avait trouvée au fond du placard, et conduisit la Tesla qui hurlait des avertissements de batterie faible à l'entretien. Le responsable du recrutement, un homme bourru nommé Frank, regarda le CV de Farah puis Farah. « Tu as travaillé chez Omni pendant 10 ans, dit Frank, mâchant un cure-dent. Il est dit ici que tu étais directeur.
Oui. Farah sourit, activant son charme. J'ai dirigé l'expansion du Nord-Est. J'ai augmenté l'efficacité de 15%. Frank dit qu'il fit tourner un morceau de papier sur le bureau. Alors pourquoi ai-je reçu ce mémo du service juridique d'Omnicorp ce matin? Farah se figea. Il ramassa le papier. C'était une notification de cessation et d'abstention concernant des secrets commerciaux propriétaires envoyés à toutes les entreprises de logistique de la zone des Trois États. Elle listait Farah Reynolds comme un individu à haut risque en attente d'une enquête interne sur des irrégularités financières. Ils me mettent sur liste noire, murmura Farah. Écoute, mon pote, dit Frank se levant. Je ne sais pas qui tu as énervé, mais le nom Sinclair est sur cette en-tête. Nous faisons affaire avec eux. Je ne peux pas te toucher. Sors. Farah sortit vers sa voiture. Il frappa ses mains sur le capot. Elle ne peut pas faire ça, cria-t-il au parking vide. Elle ne peut pas me faire mourir de faim. Il s'assit dans la voiture, hyperventilant. Il n'avait pas eu de travail, pas de perspective. Et maintenant, il savait que Victoria le chassait activement. Mais alors une pensée lui vint à l'esprit. Une pensée sombre et tordue. S'il ne pouvait pas la battre dans la salle de conférence, il la détruirait au tribunal de l'opinion publique. Le monde aimait une histoire de haine de milliardaires. Le monde aimait voir les riches endurer un scandale. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré des années auparavant. Barry le Bulldog Higgins. Barry était un journaliste d'investigation véreux qui animait un podcast appelé Corporate Crimes. Il avait des millions d'auditeurs qui prospéraient sur les théories du complot et mangeaient les riches. Barry, dit Farah, sa voix tremblant d'énergie maniaque. C'est Farah Reynolds. J'ai une histoire pour toi. Une histoire sur Victoria Sinclair. La vraie Victoria Sinclair. J'écoute. La voix rauque de Barry sortit du haut-parleur. Elle est instable, mentit Farah, l'histoire se formant rapidement dans son esprit. Elle a caché son identité pour m'attraper. Elle m'a abusé mentalement pendant 5 ans. Et quand j'ai essayé de la quitter, elle a utilisé ses billions pour détruire ma carrière et me ruiner. C'est une histoire de David et Goliath, Barry, et je suis David. Juteux. Barry gloussa. Peux-tu en prouver quoi que ce soit? Je peux prouver qu'elle a caché son identité. Farah dit, le reste est mon témoignage. Je pleurerai devant la caméra, si tu veux. Je ruinerai sa réputation. Les actions d'Omnicorp s'effondreront. Rendez-vous au studio à Brooklyn demain à 9h. Barry dit, nous allons faire de toi une star, Farah. Farah raccrocha. Un sourire sinistre se répandit sur son visage. Tu veux une guerre, Victoria? Il murmura. Je brûlerai tout le royaume. Le studio des crimes d'entreprise était situé au sous-sol d'une usine textile reconvertie à Bushwick. Il sentait le béton humide, les boissons énergisantes et éventées, et le désespoir. Pour Farah Reynolds, c'était la scène parfaite. Il ne voulait pas l'éclat poli d'une salle de rédaction grand public. Il voulait l'esthétique souterraine et crue d'un lanceur d'alerte combattant l'establishment. Il s'assit dans la pièce verte, qui n'était qu'un placard, avec une lumière fluorescente vacillante, vérifiant son apparence dans un miroir fissuré. Il avait délibérément sauté le rasage pendant 2 jours. Il portait une chemise boutonnée légèrement froissée, les manches retroussées, le bouton du haut défait. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air battu. Il ressemblait exactement à un homme qui avait été écrasé par la botte d'un empire d'1 billion de dollars. « Tu es prêt, gamin? » Barry le Bulldog. Higgins s'appuya contre le cadre de la porte. Barry était un homme costaud avec un visage fait pour la radio et une voix comme une bétonnière. Il se nourrissait de controverses. Il ne se souciait pas de la vérité. Il se souciait des clics. Et Farah lui avait promis le plus grand piège à clics de la décennie. « Je suis prêt, » dit Farah, se levant. Il sentit une poussée d'adrénaline qui masquait la terreur qui le rongeait au ventre. C'était son dernier coup de dé. Si cela ne marchait pas, il était démuni. Mais si cela marchait, s'il pouvait retourner la foule contre Victoria,
Elle lui paierait 10 millions de dollars juste pour que ça s'arrête. Rappelle-toi, grogna Barry, tandis qu'il marchait vers la vitre insonorisée de la cabine d'enregistrement. Ne te retiens pas. Si elle a un squelette dans son placard, sors-le. Si elle a donné un coup de pied à un chiot une fois, dis-moi qu'elle gère une usine à chiots. Internet aime une victime, mais il aime encore plus haïr un milliardaire. Farah hocha la tête, déglutissant difficilement. Je te donnerai tout. Ils s'assirent l'un en face de l'autre au bureau en métal. La lumière en direct brillait d'un rouge menaçant. Bienvenue de retour à Corporate Crimes, grogna Barry dans le microphone, sa voix passant instantanément à sa persona de diffuseur. Agressif, conspirateur et bruyant. Nous vivons dans un monde où l'argent ne parle pas juste. Il hurle. Il fait taire le petit gars. Il écrase l'homme qui travaille. Mais aujourd'hui, le petit gars crie en retour. Barry pointa un doigt épais vers Farah. Je suis assis ici avec Farah Reynolds. Jusqu'à la semaine dernière, il était un cadre respecté. Aujourd'hui, il est sans emploi sur liste noire et presque sans abri. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'erreur de demander le divorce à la mauvaise femme. Farah, dis aux gens qui est vraiment ta femme. Farah se pencha vers le micro, laissant sa voix trembler juste assez pour paraître brisée. Son nom est Victoria Sinclair, murmura Farah. Il regarda le nombre de vues en direct sur le moniteur à sa gauche. Il passa de 12 000 à 85 000 en 10 secondes. Sinclair Berry feignit le choc comme dans le Sinclair Trust, les magnats du transport maritime, les gens qui possèdent la moitié des routes logistiques de l'hémisphère. Le même, dit Farah, essuyant une fausse larme de son œil. Mais je ne le savais pas. Pendant 5 ans, elle m'a menti. Elle a fait semblant d'être une femme au foyer en difficulté. Elle m'a laissé travailler 80 heures par semaine, m'a laissé stresser à propos des paiements hypothécaires, m'a laissé m'épuiser à essayer de subvenir à ses besoins, alors qu'elle était assise sur un trône d'or dont elle ne m'a jamais parlé. Pourquoi, insista Barry, pourquoi ferait-elle ça? Contrôle, dit Farah, reprenant le récit qu'il avait répété toute la nuit. C'était un jeu malade pour elle. Elle voulait voir si je resterais avec une personne de rien. Et quand je n'ai finalement plus pu supporter la distance émotionnelle, quand j'ai demandé à partir, la paix de elle a appuyé sur l'interrupteur. Elle a révélé qui elle était, m'a viré de mon travail, a gelé mes actifs et m'a mis sur liste noire de l'industrie. Elle a utilisé ses billions pour m'écraser comme un insecte parce que j'ai osé cesser de l'aimer. Le salon de discussion sur le côté du moniteur bougeait si vite que c'était un flou. Utilisateur, combattez le pouvoir. C'est dégoûtant. Boycottez Omni Victoria craint. Imaginez avoir autant d'argent et toujours détruire votre mari. Justice maléfique pour Farah. Nous sommes avec toi. Elle t'a affamé, dit Barry, secouant la tête avec un dégoût fin. Un classique coup de force de milliardaire. J'ai 80 $ à mon nom, Nancy Farah. Je dors dans ma voiture ce soir. Je ne sais juste pas quoi faire. Je suis contre un dieu, Barry. Comment combat-on un dieu? On ne combat pas, dit Barry, regardant l'objectif de la caméra. Nous si. Les gens si. Le nombre de spectateurs a atteint 2,5 millions. C'était viral. C'était mondial. Farah ressentit un sentiment de triomphe tordu. Il gagnait. Il pouvait pratiquement voir le chèque de règlement être écrit. Victoria ne voudrait pas de ce cauchemar de relations publiques. Elle l'appellerait dans l'heure. Y a-t-il autre chose? Demanda Barry, sentant l'élan. Quelque chose que le public doit savoir sur la façon dont elle opère. Farah décida de passer à l'attaque. Elle n'est pas juste cruelle, dit Farah, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Elle est corrompue. Tu penses que Omnicorp fait autant de profits légalement? J'étais le directeur de la logistique. J'ai vu des choses, des manifestes falsifiés, des comptes hors livre. Elle gère un sell business et elle m'a viré parce que je ne voulais pas jouer le jeu. C'était un mensonge calomnieux massif. Mais une fois que c'était sorti, les dégâts étaient faibles. Les yeux de Barry s'écarquillèrent.
C'était le scoop d'une vie. Tu dis que Victoria Sinclair commet une fraude d'entreprise? Je dis boum! La lourde porte en acier du studio ne s'ouvrit pas juste. Elle fut enfoncée de ses gonds. Farah sauta si fort que sa chaise bascula, l'envoyant s'écraser au sol. Barry laissa tomber sa tasse de café, la brisant. FBI, personne ne bouge. Le cri fut assourdissant. 6 agents en tenue tactique se déversèrent dans la petite pièce, leurs armes tirées et pointées sur Farah. Derrière eux, 2 officiers du NYPD montaient la garde à la sortie. « Mains! Montrez-moi vos mains! » L'agent principal cria. « Ne tirez pas! » Farah hurla, reculant à 4 pattes sur le sol jusqu'à ce que son dos frappe la mousse insonorisante. « Je suis journaliste. Je veux dire, je suis un invité. C'est une émission en direct. Farah Reynolds, vous êtes en état d'arrestation. » L'agent aboya, avançant avec une efficacité rodée. Il souleva Farah par le col et le claqua face première contre le bureau. Pourquoi faire? Farah cria, son visage pressé contre le métal froid juste à côté du microphone qui était toujours en direct. « Elle vous a envoyé, n'est-ce pas? C'est du harcèlement. J'expose ses crimes. Vous avez le droit de garder le silence, » récita l'agent, claquant les menottes aux poignets de Farah si fort qu'elle pinçait la peau. « Nous vous conseillons de l'utiliser. »« C'est la preuve, » cria Farah à la caméra, réalisant que la lumière rouge était toujours allumée. « Regardez, elle me fait taire. Le monde regarde. » Soudain, le moniteur vacilla. Le logo de Corporate Crimes avec sa police rouge déchiquetée se dérégla et se dissout. L'écran devint noir pendant un battement de cœur. Puis, il s'éclaira avec un flux net en haute définition. Ce n'était pas le studio. C'était une salle de conférence. Victoria était assise à la tête d'une longue table en verre. Elle avait l'air impeccable, pas un cheveu de travers. Son expression sereine et terrifiante de froideur. Derrière elle se tenait Ethan, son chef de la sécurité, ressemblant à une sentinelle. « Bonjour, » dit Victoria. Sa voix ne retentit pas. Elle coupa le chaos comme un scalpel. Elle fut diffusée sur les haut-parleurs du studio et aux 2,5 millions de personnes regardant le flux. Barry, qui s'était accroupi dans le coin, leva les yeux vers le moniteur. Les agents du FBI firent une pause, maintenant Farah en place. « Je déteste interrompre une telle séance de narration créative, » dit Victoria, ses yeux se fixant sur l'objectif de la caméra comme si elle regardait directement dans l'âme de Farah. Monsieur Reynolds a une imagination débordante. Mais chez Omnicorp, nous préférons les preuves concrètes. « Vous me piégez » cria Farah, luttant contre les agents. « Éteignez ça, ne l'écoutez pas. »« Bâillonnez-le » ordonna doucement l'agent principal. L'un des officiers plaça fermement une main sur la bouche de Farah, étouffant ses cris en gémissements pathétiques. Monsieur Reynolds affirme que je l'ai renvoyé pour des raisons personnelles. Victoria continua, tapant sur une tablette sur la table. Il prétend la pauvreté. Il prétend l'innocence. Regardons les faits. L'écran partagé sur le flux en direct changea. À gauche était Victoria. À droite, une série de documents bancaires complexes apparurent. Ceci est un audit interne de la division logistique du Nord-Est, raconta Victoria. Au cours des 3 dernières années, M. Reynolds a approuvé plus de 200 factures pour une entreprise appelée Apex Consulting Solutions. Il a validé des frais de surtaxe carburant, des frais d'expédition accélérés et des honoraires de conseil totalisant 2,4 millions de dollars. Les documents zoomèrent. Les signatures étaient celles de Farah. Apex Consulting Solutions n'a fourni aucun service, dit Victoria. Parce que Apex Consulting Solutions n'a pas de camion ni de consultant. Elle a un employé. Le document à l'écran passa à un formulaire d'enregistrement d'entreprise déposé aux îles Caïmans. L'unique propriétaire d'Apex est mademoiselle Chloe Madison, révéla Victoria, la maîtresse de M. Reynolds. Un halètement collectif sembla résonner à travers Internet. La salle de discussion, qui avait salué Farah comme un héros il y a quelques instants, se figea.
Puis les emails apparurent. Victoria afficha des captures d'écran d'emails envoyés depuis le compte professionnel de Farah à son Gmail privé, puis à Chloe. Date 14 octobre de Dren Reynolds, omniorb.com, sujet Argent facile corps. Je viens d'approuver la surtaxe hivernale. C'est encore 5 mois pour nous. Personne ne vérifie les postes, bébé. Je t'achète ce bracelet et demain. Je suis un génie, Victoria répéta les mots de l'email, sa voix dégoulinant d'un amusement sec. Vous volez l'entreprise que vous prétendez construire. Vous n'étiez pas une victime de ma richesse. Vous étiez un parasite dessus. La salle de discussion explosa à nouveau, mais la marée avait tourné violemment. Utilisateur 123. Sacré S. Il a volé 2,4 millions. Alerte arnaque. Ce n'est pas une victime. C'est un escroc. Au revoir, Farah. Enfermez-le. Équipe Victoria. Elle a apporté les preuves. Littéralement. Le FBI construit ce dossier depuis des mois, Victoria dit, se penchant en arrière dans sa chaise. Je ne t'ai pas viré parce que tu voulais un divorce, Farah. Je t'ai viré parce que tu es un voleur. Le divorce était juste un bon timing. Elle marqua une pause permettant au poids de la révélation de s'installer. Farah arrêta de lutter. Son corps devint mou dans l'étreinte de l'agent. Il fixa l'écran, voyant son propre email, sa propre arrogance diffusée à des millions de personnes. Il avait signé son propre arrêt de mort à chaque frappe de clavier. « Oh, et Farah », ajouta Victoria, sa voix s'adoucissant en quelque chose de presque pitoyable. « Tu as mentionné les délits d'initié et la corruption plus tôt dans cette émission. C'est une accusation supplémentaire de diffamation. Mes avocats l'ajouteront à la pile. » Elle fit signe à quelqu'un hors champ. « Emmenez-le », commanda Victoria. Le flux coupa au noir, remplacé par le logo Omnicorp et le slogan « Intégrité avant tout ». Dans le studio, le silence était absolu, brisé seulement par le son des menottes qui claquent. « Tu m'as piégé », murmura Barry, fixant Farah avec un venin pur. « Tu as utilisé mon émission pour mentir aux Fed. »« Je n'ai pas, » bégaya Farah, sa voix à peine audible. « Sortez-le d'ici, » dit l'agent principal, traînant Farah vers la porte. Ils le traînèrent les escaliers en béton, hors du sous-sol et dans la lumière crue de l'après-midi de Brooklyn. Une foule s'était rassemblée, pas des fans, mais des badauds attirés par les lumières de la police. Alors qu'il poussait Farah à l'arrière du SUV blindé, il aperçut une jeune femme dans la foule tenant son téléphone, diffusant en direct son arrestation. Elle portait un sweat à capuche Omnicorp. « Souris, Farah » cria-t-elle. « Tu es enfin célèbre. » La porte claqua, l'enfermant dans la cage. La teinte des vitres était sombre, mais pas assez sombre pour cacher la réalité de son futur. Il avait voulu que le monde connaisse son nom. Maintenant, il le savait. Il était Farah Reynolds, l'homme qui avait essayé d'arnaquer une milliardaire et avait tout perdu. Il appuya sa tête contre la maille métallique froide et ferma les yeux. Mais tout ce qu'il pouvait voir était le visage de Victoria sur cet écran. Calme, victorieuse et absolument inaccessible. Le jeu était terminé, et il n'avait pas juste perdu, il avait été anéanti. Et c'est l'histoire de comment l'arrogance d'un homme lui a tout coûté. Et comment la femme au foyer ennuyeuse qu'il avait sous-estimée s'est avérée être la femme la plus puissante de la pièce. Qu'en pensez-vous, les gars? Farah méritait-il cette sentence de 8 ans ou Victoria était-elle trop dure? Personnellement, je pense qu'il a eu exactement ce qu'il avait commandé, une portion de karma difficile. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance et de justice, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et commentez le mot « boss » ci-dessous si vous pensez que Victoria est une reine absolue. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.